Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une ce soir, un hélicoptère russe abattu non loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan, et cela en plein conflit dans le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan évoque un accident et présente ses excuses à la Russie. Et puis un vaccin efficace à 90% contre le Covid-19. C'est ce qui ressort des premiers résultats d'un essai clinique en cours de l'américain Pfizer. Cette annonce provoque l'euphorie sur les places boursières. La lutte contre la pandémie, première priorité affichée du futur président américain Joe Biden. Il annonce la mise en place d'un comité composé d'experts et de scientifiques. Le journal En français facile. Et on commence par cet accident qui a de quoi inquiéter. Oui, l'Azerbaïdjan a abattu par erreur un hélicoptère militaire russe qui volait au-dessus de l'Arménie. C'est un incident qui intervient alors que l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont en guerre dans le territoire du Haut-Karabakh. À plusieurs reprises déjà, la Russie a mis en garde contre un risque que ce conflit déborde de ses frontières. On revient sur les faits avec Daniel Valo à Moscou. C'est en début de soirée que l'appareil s'est écrasé. Selon le communiqué du ministère russe de la Défense, l'hélicoptère a été touché par un missile alors qu'il accompagnait une colonne de véhicules appartenant à l'armée russe. L'appareil survolait les alentours d'un village arménien situé non loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Toujours selon le ministère russe de la Défense, 2 membres de l'équipage sont morts. Le 3e, toujours vivant, a pu être évacué vers l'une des 2 bases militaires russes situées en Arménie. Pour l'heure, la réaction russe reste prudente. Moscou se contente d'affirmer qu'une enquête va être diligentée pour déterminer l'origine du tir. Mais l'Azerbaïdjan a d'ores et déjà reconnu sa responsabilité. Bakou affirme qu'il s'agit d'un accident provoqué notamment par l'obscurité et par le fait que l'hélicoptère volait à basse altitude. Pour l'Azerbaïdjan, il faut éviter à tout prix de provoquer un incident qui entraînerait l'implication militaire de la Russie dans le conflit actuel. Jusqu'à présent, Moscou était resté sur la réserve, affirmant qu'une intervention militaire était exclue tant que l'intégrité territoriale de l'Arménie était respectée. Daniel Valo, Moscou, RFI. Et sur le terrain, l'enjeu est notamment de prendre le contrôle de la ville clé de Choucha. Les combats continuent à Choucha, affirme le Premier ministre arménien, alors qu'hier l'Azerbaïdjan avait annoncé un temps avoir repris cette localité stratégique. Enfin, une bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus. Oui, l'annonce d'un vaccin efficace à 90%, annonce faite à la mi-journée par le laboratoire américain Pfizer et qui a entraîné une forte excitation sur les places boursières. On va l'évoquer, mais d'abord, que signifient ces premiers résultats de l'essai clinique en cours, donc efficace à 90%. Alors, Simon Rosé, c'est un chiffre qui demande à être confirmé. Ces résultats ont été annoncés par communiqué de presse, comme on l'a vu malheureusement trop souvent depuis le début de la pandémie, et non pas par le biais d'une étude scientifique validée par la communauté. N'empêche, 90% d'efficacité, le chiffre est impressionnant. Si la promesse est tenue, le candidat vaccin de Pfizer compterait parmi les plus efficaces existants. Ce degré de réussite le mettrait au même niveau que les vaccins infantiles comme celui de la rougeole, de quoi véritablement changer la donne dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Cela dit, il ne s'agit pour l'instant que d'une promesse. Ces résultats sont en effet basés sur les données de la première analyse de l'essai clinique que mène Pfizer. Seules les informations de 94 volontaires ont pour l'instant été étudiées, alors que 44 000 personnes y participent. On manque également de recul, car cette efficacité annoncée a été mesurée alors que seulement 28 jours s'étaient écoulés entre l'administration du candidat vaccin et l'évaluation. Bref, aussi encourageant soit-il, ces résultats doivent être consolidés et convaincre les autorités sanitaires. Ce sont elles qui auront le dernier mot en vue d'une commercialisation d'un vaccin, un processus d'évaluation qui n'a pas encore commencé et qui prendra plusieurs semaines au minimum. Et des résultats qui ont provoqué, donc je vous le disais, l'euphorie dans les bourses du monde entier, portée par l'espoir d'une sortie de crise. Ainsi, Paris, Londres et Milan ont affiché leur meilleure performance en une séance depuis le mois de mars, avec des bonds jusqu'à plus de 7,5%.
pour la bourse de Paris. Et puis les réactions aux États-Unis, puisque c'est un laboratoire américain, on le rappelle, qui a annoncé ses résultats. Les deux anciens rivaux à la Maison-Blanche se sont exprimés. Le futur président, Joe Biden, évoquant un espoir, mais prévenant que la bataille sera longue. Et puis le sortant, Donald Trump, qui salue une grande nouvelle. Donald Trump qui annonce un changement majeur 2 jours après l'annonce de sa défaite à l'élection présidentielle. Oui, défaite que le président sortant n'accepte toujours pas. Il multiplie les recours en justice et il entend montrer qu'il est toujours le maître à bord. Ainsi, il a annoncé ce soir le départ de son ministre de la Défense, Mark Esper, qui sera remplacé par le directeur du Centre national du contre-terrorisme, Christopher Miller. Pendant ce temps, Joe Biden prépare son futur mandat. Oui, il prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier prochain, mais déjà il fixe le cadre de son mandat. Et la lutte contre la pandémie de coronavirus constitue sa première priorité. Ainsi, ce soir, lors d'une allocution, Joe Biden a annoncé la mise en place d'un comité consultatif composé de scientifiques et d'experts en santé publique qui devra établir une feuille de route. Pendant ce temps-là, le décompte des voix de la présidentielle se poursuit. On sait que Donald Trump ne pourra plus rattraper son retard, mais le dépouillement offre de nouvelles informations. Ainsi, en Arizona, où Joe Biden est en tête, eh bien, les démocrates devraient remporter un second poste de sénateur, et c'est important. C'est une nouvelle claque pour les républicains dans cet État historiquement conservateur. C'est un reportage à Phoenix des envoyés spéciaux de RFI, Marie Normand, Julien Boileau. Pendant des décennies, le Parti républicain a régné sans partage ou presque en Arizona. Mais depuis 15 ans, les changements démographiques que connaît cet État viennent grossir les rangs des démocrates. Et une partie des électeurs républicains a aussi décidé de tourner le dos au parti, explique le consultant Doug Cole. Si vous allez dans la vallée, dans la banlieue est de Phoenix, vous pouvez voir ces petites pancartes « Républicains pour Biden ». Il y en a partout. Pour Doug Cole, ce sont les 4 ans de présidence Trump qui ont porté un coup fatal au Parti républicain en Arizona. Le consultant est un ancien conseiller du sénateur et candidat à la présidentielle John McCain, décédé en 2018, une figure du parti qui naviguait plus au centre, bien loin de l'image de Donald Trump. Ce qui a, selon Doug Cole, forcé les républicains plus modérés de cet État à choisir leur camp. Le parti est maintenant le parti de Trump. Ça le rend très difficile à diriger. Ces divisions au sein du Parti républicain ont augmenté depuis 2016. Pour Doug Cole, le Parti républicain de l'Arizona devra se repenser pour espérer peut-être un jour retrouver la confiance de l'intégralité de sa base électorale. Marie Normand, Julien Boileau, Phoenix, RFI. Et à noter, ce lundi, les félicitations du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Félicitations envers le peuple américain pour un exercice dynamique de démocratie à l'occasion de ces élections. Félicitations également pour le président élu et la vice-présidente également, Kamala Harris. À retenir dans l'actualité de ce lundi également, Romain, les accusations de plusieurs organisations non gouvernementales à l'encontre de la Banque européenne d'investissement. Oui, la BEI, dont l'ambition est de devenir une banque européenne qui œuvre en faveur du développement, mais la voilà accusée d'utiliser l'argent des contribuables de l'Union européenne pour soutenir des projets en violation des droits de l'homme en Afrique, en Asie ou encore dans les anciennes républiques soviétiques. Les explications d'Ariane Gaffuri. Selon l'enquête des ONG Counterbalance et Bankwatch Network, la Banque européenne d'investissement a financé le projet de barrage hydroélectrique de Nenskra en Haute-Svaneti, dans le nord-ouest de la Géorgie, sans faire cas des droits des peuples autochtones, les Svan, et des risques pour l'environnement et la biodiversité. Le rapport indique aussi que la BEI a financé la construction d'une route entre Mombasa et Nairobi au Kenya, provoquant l'expulsion forcée de plus de 100 personnes par la police armée. 500 personnes ont d'ailleurs déposé plainte contre l'institution. De même, le couloir de Marsiangi, au Népal, une ligne de transport d'électricité financée par l'institution, a été mise en marche sans le consentement éclairé des populations locales, dont les forêts et moyens de survie ont été considérablement fragilisés. Dans ces conditions et sans réforme fondamentale, fustige le rapport dirigé par Counterbalance, la BEI ne devrait pas se voir attribuer le label Banque de développement de l'UE. La banque, de son côté, affirme que l'enquête est inexacte et trompeuse et que ces investissements ont été régulièrement évalués par des organismes indépendants. Ariane Gaffuri du service économie de RFI, et c'est ainsi que s'achève ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio. C'était Quadio, un plaisir. Oui, Quadio. Romain Ozoui. Merci Christophe beaucoup. Loisel à la réalisation, 21h10. Excellente ici soirée. à Paris.